We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Deux jours que Mike Joyner est en planque. Son ennui se confond avec la nervosité et le dégoût. Dégoût des bikers, qui lui jettent des regards torves par-dessus leur pinte de Guinness. Et nervosité à l'idée qu'Eileen Wuornos, la criminelle que tout le monde recherche, puisse à tout instant se pointer dans le bar. Mike Joyner est habillé en civil. Sa couverture ? Se faire passer pour un petit dealer et se fondre dans la masse du Last Resort. Ce bistrot malfamé où des témoins auraient aperçu Eileen Wuornos pour la dernière fois. Ce jour-là, Eileen est morose. Elle a traîné du côté du Mexique au cours des dernières 48 heures. Elle avait besoin de se changer les idées, ne serait-ce que pour oublier Tyria. À Mexico, un mec est venu l'emmerder. Ce con s'est permis de poser sa main sur son épaule. Eileen a sorti son flingue et lui a tiré 2 balles, une dans chaque genou. Après ça, elle est rentrée en Floride et maintenant, crevée, puante et blasée, elle s'apprête à prendre la cuite de sa vie au Last Resort. Picoler dans ce rade lui fera du bien, elle en est sûre. Quand Eileen Wuornos ouvre la porte du bar, Mike Joyner n'en croit pas ses yeux. Il déglutit avec peine tandis qu'elle vient s'asseoir au comptoir, près de lui, et dépose sur le sol un grand sac blanc. Il va falloir la jouer fine. Mike tente une approche en lui proposant un verre. Elle accepte. Alors, il initie la conversation. Et Eileen se montre assez bavarde. Elle lui raconte qu'elle vit à la rue et tout ce qu'elle possède se trouve dans son sac blanc. Mike pose alors la question qu'il a préparée depuis 2 jours. L'interrogatoire qui taraude les enquêteurs. Est-ce qu'elle vit seule ? A-t-elle un petit copain ? Ou une petite amie, quelque part ? À cette question, Eileen éclate d'un rire amer ponctué d'une quinte de toux. Une petite amie ? Tu parles ? Elle en avait une dans le temps, Tyria qu'elle s'appelait, la femme de sa vie, son rayon de soleil. Mais elle s'est barrée en Pennsylvanie et ne reviendra plus. Eileen est condamnée à crever seule. Mais ça, elle le savait depuis des années. C'est parfait. Mike Joyner a toutes les informations qu'il lui fallait. Il offre une nouvelle pinte à Eileen, puis se lève. Promet de revenir dans quelques minutes et quitte le bar d'un pas rapide. À l'extérieur, il traverse la rue et toque 3 coups contre la portière d'une camionnette noire, stationnée sur le parking. La portière s'ouvre. Dans le véhicule, une dizaine d'agents de police lui font face. Mike s'adresse au chef de l'opération. Eileen Wuornos est là. Il faut agir tout de suite. Est-elle armée ? Mike l'ignore. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle possède un grand sac blanc. Le calibre 22 peut être à l'intérieur. Mais si l'interpellation se fait proprement, alors elle n'aura pas le temps de s'en servir. Vautrée au comptoir, Eileen s'enfile les pintes l'une après l'autre. Elle ne voit pas le temps passer. Elle est en train de songer au prochain client qu'elle pourrait assassiner, lorsque la porte s'ouvre brutalement pour laisser entrer une demi-douzaine d'hommes armés façon commando. Des flics. Ils la braquent en lui beuglant dessus, puis la plaquent au sol et la menottent en un quart de seconde. Au milieu des vapeurs d'alcool qui font chanceler son esprit, Eileen n'a pas le temps de réagir ni de parler. Seuls ses yeux trahissent le fond de sa pensée. Un regard fou et brûlant, un regard enragé.
Cette fois, la traque est terminée. La tueuse en série vient d'être capturée. Aileen Wuornos s'est arrêtée le 9 janvier 1991. Aussitôt conduite au poste pour un interrogatoire, elle reste muette et refuse de répondre aux questions qu'on lui pose. Impossible d'en tirer le moindre aveu. La police fouille son sac. Il ne contient aucune arme. Or, sans arme, pas de preuve. Et sans preuve, pas de condamnation. John Tanner, le procureur en charge de l'affaire, est furieux. Il leur faut des éléments à charge, sinon la criminelle sera libérée. Ils doivent à tout prix trouver la seconde femme, cette fameuse Tyria Moore, et la faire parler au plus vite. On la localise le lendemain à Scranton, dans la maison de ses parents. Interpellée, Tyria se montre immédiatement coopérative avec la police. Elle avoue tout. Les meurtres, la violence d'Aileen, les bijoux volés, l'accident de voiture, les liasses de billets, mais par-dessus tout, elle clame son innocence. Elle n'a commis aucun crime. C'est Aileen la coupable, pas elle. Depuis sa prison du comté de Volusia, Aileen tourne en rond comme un fauve en cage. Elle enrage. Ces connards de flics ont réussi à lui mettre la main dessus. Ce qui signifie qu'ils ne tarderont pas à trouver son ex-petite amie. Pauvre Tyria. Et s'il lui faisait du mal? Si elle était blessée ou tuée par sa faute, Aileen ne se le pardonnerait jamais. Les confessions de Tyria Moore semblent honnêtes. En tout cas, le procureur John Tanner y croit. La police d'ailleurs n'a aucune preuve que Tyria ait participé au meurtre. Seules les empreintes d'Aileen ont été trouvées sur les documents du prêteur sur gage et à bord de la Cadillac de Peter Sims. John Tanner propose un marché à la jeune femme. Si elle l'aide à piéger Aileen pour lui extorquer des aveux, alors il lui promet l'immunité judiciaire. Tyria accepte. Évidemment qu'elle accepte. Elle sait combien Aileen est une femme dangereuse. À coup sûr, elle tuerait à nouveau si on la libérait de prison. « 14 janvier 1991. Depuis sa cellule, Aileen reçoit une lettre signée de Tyria. Dans le courrier, son ex-petite amie la supplie de la rappeler sur le numéro de téléphone d'un motel en Floride. Aileen la contacte aussitôt. Au bout du fil, Tyria décroche et paraît apeurée, en état de choc. Elle explique à Aileen que la police harcèle sa famille en Pennsylvanie et menace de tous les arrêter. Évidemment, c'est du bluff. Durant l'appel, Tyria Moore est entourée de 5 policiers qui enregistrent la conversation. Elle surjoue la panique, suppliant Aileen d'avouer la vérité afin de la disculper. Mais Aileen se montre méfiante. Elle interroge Tyria. Est-elle seule pendant qu'elle passe l'appel? Tyria ment. Bien sûr qu'elle est seule. Elle est seule et elle a peur. Elle préfère encore se suicider plutôt que de finir en tôle. Sensible à cette comédie si bien jouée, Aileen finit par craquer. Elle promet de tout faire pour la protéger. Elle avouera ses crimes à la police. Elle jure à Tyria que tout va s'arranger. Le 16 janvier, 2 jours après l'appel, Aileen passe aux aveux. Au cours d'un entretien de 3 heures filmé par la police, elle confesse l'intégralité des meurtres, répétant qu'elle a agi seule et qu'aucune autre femme n'est impliquée. Aileen s'exprime en riant et en pleurant. Son humeur change, son récit est décousu. Chaque fois que son avocat tente de l'empêcher d'en dire trop, elle le remballe en l'engueulant. Elle sait ce qu'elle fait, pas besoin d'aide. Au total, elle explique avoir tué 7 hommes en 1 an.
Mais elle ajoute, d'une voix grave et assurée, qu'elle a agi chaque fois en état de légitime défense. Ces hommes ont tous tenté de la violer. Elle n'a fait que se défendre. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Grâce aux aveux, la police ne tarde pas à trouver la cachette dans laquelle Eileen dissimulait les objets volés, en attendant de les revendre. Quant au revolver de calibre 22, elle confesse l'avoir jeté dans un lac près du bar The Last Resort. On envoie des plongeurs, et la police trouve l'arme du crime en quelques heures. C'est le début d'un des procès les plus médiatisés de l'histoire des États-Unis. Tous les ingrédients sont réunis pour faire un spectacle grandiose. Une femme serial killer, prostituée de surcroît, lancée dans une vengeance macabre et sanguinaire contre tous les hommes. Du pur entertainment. Bientôt, des dizaines de propositions sont faites à Eileen pour adapter sa vie en film, en série télé ou en roman. Elle refuse tout. Ces salopards pensent que c'est un jeu. Mais pour elle, la vie n'a rien d'un divertissement. Elle s'est battue pour survivre. On l'a exploitée sans cesse. Et maintenant, ces tocards voudraient encore se servir d'elle pour s'en mettre plein les poches ? Jamais de la vie. Au total, 7 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré sont portés contre Eileen Wuornos. Le premier procès s'ouvre le 14 janvier 1992, un an après son arrestation. Il concerne le meurtre de Richard Mallory. L'avocate d'Eileen tente de convaincre les jurés que sa cliente a agi en légitime défense. Elle souhaite qu'ils éprouvent de la pitié et de l'empathie pour cette femme vulnérable, violée et torturée par Richard Mallory. Seul problème, Eileen ne joue pas le jeu. Au cours du procès, elle s'emporte, aboie et crache des insultes à ceux qui l'observent. Ses accès de colère détruisent sa crédibilité. Et les arguments de l'avocate s'effondrent à mesure qu'Eileen sombre dans la fureur. Encore une fois, comme durant toute sa vie, sa rage demeure son pire ennemi. Au cours du procès, Eileen croit défaillir lorsqu'elle voit Tyria convoquée à la barre pour témoigner contre elle. Son ancienne compagne n'ose pas la regarder dans les yeux. Tyria explique aux jurés toute la peur que lui inspire Eileen. Son seul regret, dit-elle, est de ne pas l'avoir dénoncée plus tôt. En entendant cette confession, Eileen fond en larmes, trahie par le seul être qu'elle aimait. Cette fois, c'est foutu. Entre ses aveux, les empreintes digitales, le témoignage de Tyria et les insultes professées contre les jurés, Eileen devine qu'elle n'a plus aucune chance. Tout est fini. En désespoir de cause, son avocate tente une dernière carte. Prouver qu'Eileen est démente. L'accusé est alors présenté à des psychiatres. Après quelques séances, ces derniers concluent qu'Eileen Wuornos est mentalement instable. On lui diagnostique des troubles de la personnalité associés à un désordre schizophrénique. L'avocate d'Eileen s'imagine qu'un tel rapport réduira sa peine. Elle se trompe. Le 27 janvier 1992, Eileen Wuornos
est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Richard Mallory et condamné à mort. À l'annonce du verdict, Eileen hurle aux jurés qui quittent la salle. « On m'a violée et j'espère que vous le serez tous aussi, fumez l'Américain !» Mais sa colère n'est qu'une façade. Au fond, la rage s'est déjà changée en résignation. Et Eileen n'a plus la force de lutter. Quand s'ouvre en mars le procès des meurtres suivants, elle plaide coupable pour assassinat de Charles Humphreys, Troy Burress et David Spears. À quoi bon se défendre ? Elle sait qu'on la condamnera quoi qu'il arrive. Quand on lui demande pourquoi elle avoue sa culpabilité, elle répond aux journalistes « Je n'aspire plus qu'à une chose, être droite vis-à-vis de Dieu. » Pour ces 3 meurtres, Eileen est déclarée coupable et condamnée à la peine capitale. En juin 92, puis en février 93, elle plaide à nouveau coupable pour les meurtres de Charles Carskadon et Walter Geno Antonio. Là encore, même verdict et même sentence. Coupable. Condamné à mort. Seul le meurtre de Peter Sims ne conduira pas à une accusation, car le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. Au total, Eileen Wuornos passera donc par 6 procès et sera condamnée 6 fois à la peine capitale. Désormais, Eileen n'a qu'un désir, en finir au plus vite. La prison la dégoûte, elle veut qu'on l'exécute et qu'enfin tout s'arrête. En juillet 2001, elle demande à comparaître devant un juge pour réclamer la fin de la procédure d'appel et exiger son exécution immédiate. Pour la première fois, elle avoue que ces crimes n'ont pas été commis par légitime défense, mais de sang-froid et avec préméditation. Transfigurée par la souffrance, elle déclare au tribunal « Si on me garde en vie, je tuerai à nouveau. Je suis dévorée par la haine. La rage suinte par tous mes pores. Je suis celle qui déteste le plus fortement la vie humaine et je promets de tuer à nouveau. » Le 1er avril 2002, la Cour suprême de Floride décrète la fin de la procédure d'appel. On planifie son exécution. Elle aura lieu par injection létale au mois d'octobre. Quelques jours après cette annonce, un grand débat agite le pays. L'affaire Eileen Wuornos a placé au centre de l'actualité une question taboue, celle des femmes prostituées, et surtout leur situation d'extrême vulnérabilité. Clients violents, agressions, viols, précarité, humiliation. Pour la première fois, la société américaine s'empare de ces questions et s'interroge. Eileen Wuornos est-elle à la fois coupable et victime ? Cher Seigneur Jésus, je sais que j'ai fait des choses méprisables dans ma vie et je sais que je mérite pleinement de pourrir en enfer. Je vous supplie de me pardonner pour le mal extrême que j'ai commis ici-bas. L'exécution a lieu le 9 octobre 2002, à la prison d'État de Stark, en Floride. Eileen Wuornos est incinérée après l'injection létale, et ses cendres sont déposées sous terre dans son Michigan natal. Lors de sa toute dernière interview, elle déclara à un journaliste « Vous m'avez cassé, toi, la société, les flics et le système. Une femme violée va être exécutée, et sa mort servira à écrire des livres et des films. Merci à la société de m'avoir détruite. Je pars. Et j'en suis contente. »